Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est Halloween aujourd'hui et vous devez tressaillir de peur, n'est-ce pas? Vous voulez? Alors je vais vous raconter l'histoire de Mortina. Soyez bien sages et attentifs. À tout de suite. Mortina et les vacances au lac Mystère. On commence l'histoire. Le jour venait de se lever quand le vieux téléphone de la villa d'échéance sonna. Tante Trépassée répondit d'une voix tonitruante. Mais dès qu'elle comprit qui était au bout du fil, elle se mit à caqueter joyeusement. C'était tante Mégère, qui était à la fois sa sœur et la mère, plus toute jeune, du cousin d'Hilbert. Elle invitait tout le monde à la villa Falbala, au bord du lac Mystère, à l'occasion du solstice d'été, qui, cette année, tombait en même temps que la grande lune rousse. Un événement rarissime. Le grand-oncle funeste allait en vacances là-bas quand il était petit, et en un seul morceau. D'après lui, les eaux du lac auraient de drôles de pouvoirs en cette nuit de pleine lune. C'était peut-être vrai, qui sait. Mortina n'avait jamais séjourné à la villa Falbala, et l'idée de revoir d'Hilbert ne l'enchantait pas beaucoup. Mais celle de partir quelques jours en vacances, si. Cela ne lui était pas arrivé depuis 30 ans au bas mot. 3 jours plus tard, à l'aube d'une journée d'été, un peu frisquette, la famille était prête à prendre la route. Mortina, tante Trépassée, le grand-oncle funeste et la petite souris moisie partirent tous ensemble pour la région des lacs. Mouron était au volant du vieux camion noir. Funeste ronchonnait, car il aurait voulu rouler de nuit, mais la tante de Mortina avait refusé de déroger aux bonnes habitudes. Même mort, on part aux aurores. N'est-ce pas les enfants? On part toujours tôt, nous, quand on part en vacances. N'est-ce pas? Mort ou vivant, c'est la même chose. Au bout de plusieurs heures de voyage, des virages, encore des virages, et vraiment beaucoup trop de virages, ils arrivèrent enfin à la villa Falbala. Ils furent accueillis par tante Mégère et d'Hilbert, lequel se prenait toujours pour la 8e et la 9e merveille du monde. Les 2 sœurs tombèrent dans les bras l'une de l'autre. La dernière fois qu'elles s'étaient vues, elles étaient encore vivantes. Tante Mégère ordonna ensuite à d'Hilbert de porter les valises de leurs invités. Le malheureux dut gravir les marches du grand escalier impérial de la villa. Ça lui apprendra, se dit d'Hilbert. Après s'être installés, ils descendirent dans le jardin pour profiter de l'après-midi et piquer une petite tête dans le lac. D'Hilbert portait un maillot de bain d'un style discutable et un vieux bonnet à fleurs. Mortina eut du mal à se retenir. Il y avait vraiment de quoi rire. Une fois au bord de l'eau, d'Hilbert voulut plonger pour faire son intéressant. Il prit une pose de danseur étoile, bondit et splaf! Il atterrit dans l'eau et pas de façon très élégante. Oh non! Lorsqu'il refit surface, il était couvert d'algues boueuses et il lui manquait un morceau de bras. Par chance, Mouron put le récupérer grâce à son masque de plongée. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, n'est-ce pas les enfants? Au même moment, une voiture s'arrêta pile devant le portail de la villa. Un petit homme à la mine grise et sérieuse en descendit et trottina à pas menus jusqu'aux grilles pour y accrocher un écriteau. La voiture repartit, toute la famille sortit de sa cachette pour lire ce qui se trouvait sur l'écriteau. Maison à vendre, bien immobilier en état d'abandon,
aucun héritier connu. Une note en petits caractères indiquait: si aucun héritier légitime ne se fait connaître auprès des services municipaux, la maison sera mise aux enchères ce vendredi 13 juillet. Oh non, mais que va-t-il se passer, les enfants? J'espère que vous allez écouter la suite de l'histoire. Restez bien jusqu'au bout, hein. Ça a l'air très intéressant. La panique s'empara de tante Mégère. Aïe aïe aïe, elle se mit à suer vert et perdit son teint grisâtre habituel pour devenir aussi blanche qu'un ventre de bonne sœur. Il fallait sauver la villa. D'accord, mais comment? Après toutes sortes d'idées saugrenues, Dilbert proposa une solution sous le regard sévère de sa maman. Il se précipita dans la maison et en revint avec un très vieil ouvrage dont il ne se séparait jamais. Sortilèges et légendes du lac mystère. Comme il le connaissait par cœur, il l'ouvrit pile à la page de l'enchantement du retour. Intéressant, intéressant. Il était écrit qu'en buvant la potion préparée pendant la nuit de la grande lune rousse, les défunts pouvaient temporairement revenir à la vie. Ah, c'est pas mal ça. La première nuit d'été, sous le ciel éclairé par le disque vermeil, cueillez et mélangez les herbes lazarines qui permettent aux morts de revenir à la vie. Mais c'est une potion magique. Ça me connaît ça, je suis une sorcière. Les autres regardèrent Dilbert sans trop y croire. Tante Mégère était même d'avis que ce n'était qu'un ramassis de bêtises. Mais Mortina n'hésita pas une seconde et prit la défense de son cousin. Il fallait tenter le tout pour le tout. Pas le temps de tergiverser. Quelqu'un avait une meilleure idée? Non. Pour cueillir les herbes lazarines, il devait donc se rendre sur la petite île au milieu du lac, le soir même. À la tombée de la nuit, Mortina, Dilbert et Mouron embarquèrent en direction de l'île. Ils cueillirent les herbes lazarines et aux 12 coups de minuit les mirent à bouillir. Par prudence, ils préparèrent tout un chaudron de potions. L'important, c'était qu'il y en eût assez pour tante Mégère. Ce serait elle qui se rendrait au village pour revendiquer la propriété de la maison. Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'ils rentrèrent à la villa avec la potion, tante Mégère était toujours aussi paniquée. Afin de la rassurer, Mortina se porta volontaire pour boire elle aussi la mixture. Tout le monde les incita à vider leur verre d'une seule traite. Hop! Ils attendirent. Et il ne se passa absolument rien. Non, rien de rien. Un gigantesque rienissime. Cette fois, tante Mégère perdit vraiment espoir. Elle y avait cru au fond. Elle répéta à Dilbert que ces histoires d'enchantement n'étaient que des bêtises. Puis elle jura qu'elle ne retournerait jamais vivre au cimetière pour rien au monde. Plutôt mourir. Enfin, façon de parler. Écrasés par la fatigue et l'inquiétude, ils montèrent tous se coucher. La nuit leur porterait peut-être conseil. Le lendemain matin, ils furent réveillés par un piaillement suraigu qui résonna dans toute la villa. Tante Mégère était face à l'imposant miroir de sa salle de bain comme pétrifiée. Le reflet montrait une dame d'un certain âge, certes, mais fraîche comme une rose. Au teint lumineux et aux cheveux soyeux, plus de cernes sous les yeux et surtout, plus de morceaux détachables. La potion avait fait effet. Et pas qu'un peu. « Oh mon Dieu, je suis resplendissante !» s'exclama-t-elle. « Non mais vous avez vu ça ?» Le grand-oncle funeste poussa un sifflement approbateur qui la fit rougir, car oui, elle pouvait même rougir à présent.
Qu'elle est devenue belle, la petite mégère. Ça a marché, les enfants. Intéressant. Entre-temps, Mortina, pas tout à fait réveillée, descendit à son tour. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Tout le monde se retourna et fut littéralement cloué sur place. Mortina courut jusqu'au miroir et resta bouche bée. Oh, elle était observée par une petite fille aux belles joues roses et aux cheveux noirs éclatants et ses poches violettes sous les yeux. Disparue. Elle se sentait tellement rose et chaude et douce et vivante. Mouron calma tout le monde et fit remarquer qu'en 50 ans, la mode avait quelque peu changé. Remettre leur tenue au goût du jour ne serait pas du luxe. Il rappela aussi à tante Mégère de rectifier sa date de naissance sur l'acte de propriété de la villa. Elle ne pouvait pas avoir plus de 100 ans, enfin. Regardez Mortina comme elle est jolie. Ce n'est plus un zombie. Une fois qu'ils furent prêts, Mouron se mit au volant du camion pour conduire tante Mégère et Mortina jusqu'au bureau de l'huissier. Tante Mégère avait beau être agitée, elle frappa à la porte, fit son entrée dans toute sa splendeur retrouvée et se présenta. Elle dit qu'il y avait eu un malentendu. Elle était la propriétaire légitime de la villa Falbala et plus vivante que jamais. Elle accompagna le tout d'un petit sourire enjôleur en battant de ses longs cils, puisqu'ils avaient repoussé. « Très certainement, ma chère madame, il ne peut s'agir que d'une terrible méprise, » lui répondit l'huissier sous le charme, et il plongea le nez dans ses papiers. Sur la base de l'alinéa numéro 34, un verset de l'article numéro 22, exposant 8 du Code des propriétés abandonnées, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Après déduction de 18% de l'article numéro 57 sur les héritiers réservataires aux 3/4. Le petit monsieur continua d'énumérer des lois et des articles aussi absurdes qu'ennuyeux. Encore un peu et Mortina et sa tante repassaient de vie à trépas. Enfin, il conclut. Bien, tout est en ordre, j'ai l'impression. Puis, signe qu'il était sous le charme de tante Mégère, il ajouta. J'imagine que vous séjournerez quelques jours ici, au bord du lac. Puis-je vous demander où vous logez? Et la tante de répondre sans réfléchir. Oh, mais dans la villa avec ma famille. Oh, la bêtise! Oh là là, mais que va-t-il se passer par la suite? J'ai hâte de savoir. Cette réponse laissa l'huissier perplexe. Loger dans une maison qui semblait à l'abandon? Voilà qui n'était pas prudent sur la base de l'article numéro 637, élevé au cercle et aux losanges sur les règles de sécurité. Tante Mégère s'efforça de le tranquilliser. Oui, la villa avait l'air mal entretenue, vue de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout était en ordre. Et puis, elle adorait le charme si particulier des maisons délabrées. Hélas, le petit homme fut catégorique. Dès demain, il se rendrait sur place en personne pour vérifier si la demeure était bien habitable et sans danger. S'il arrivait malheur à une dame aussi resplendissante, il ne se le pardonnerait jamais. Tante Mégère sentit à nouveau la panique s'emparer d'elle, mais elle n'en laissa rien paraître. En avant et avant de prendre congé, elle invita l'huissier à passer dès le lendemain à l'heure du thé. À leur retour à la villa Falbala, tout le monde était prêt à fêter la bonne nouvelle. Mais tante Mégère freina aussitôt leur enthousiasme. Ils devaient nettoyer la maison vite fait, bien fait, et revenir une nouvelle fois à la vie, le temps de la visite du lendemain. Une grande agitation s'empara de toute la famille, mais Mouron ramena le calme en orchestrant les opérations.
Le grand-oncle fut chargé de faire la poussière avec l'aide de Moisy. Mortina donna un bon coup de peinture sur les murs par-ci, par-là, en compagnie de Tante Trépassée. Dilbert s'occupa de nettoyer l'entrée et de laver par terre. Quant à Tante Mégère, elle épousta son vieux service en porcelaine de Limoges et son livre de recettes humaines, qui datait de la nuit des temps. Il fallait bien préparer des gâteaux pour accompagner le thé. Quelle bonne idée! Miam miam. Le soir venu, ils étaient sur les rotules et impatients de se coucher. Mais auparavant, ils trinquèrent ensemble avec le restant de potions. Il y en avait à peine assez pour tout le monde. Puis, ils se souhaitèrent bonne chance, vu ce qui les attendait. Le lendemain matin, chacun était frais, dispo et revenu à la vie. Aussi prévisible que le risque de s'ennuyer quand on lit le bottin, la voiture toute grise du petit homme tout gris se gara devant l'entrée à 17h tapante. La famille de Mortina, vivante, pimpante et un brin tendu, s'était rassemblée pour accueillir son hôte. Il ne manquait pas le grand-oncle. Il faut dire qu'il n'était plus en un seul morceau, ce qui aurait pu créer quelques soucis. Ils invitèrent l'huissier à prendre place dans le salon où Tante Trépassée, habillée en soubrette, allait servir du thé et des gâteaux à tout le monde. De très mauvaise grâce, Mouron avait accepté de se comporter comme un chien normal. Tante Mégère présenta Dilbert et Mortina comme étant ses enfants. Avant de prendre le thé, l'homme insista pour faire le tour de la maison. Il apprécia les beaux meubles anciens, mais fit remarquer que les marches de l'escalier avaient besoin d'être consolidées sur la base de l'article numéro 234, relatif à la sécurité verticale et horizontale. Et que le toit, le système de plomberie et les fondations devaient être restaurés sur la base de l'article numéro 344. Je pose 6 et je retiens 2. Après quoi, satisfait de son inspection, il retourna au rez-de-chaussée au son du tac-tac de ses petits pas. Ce qu'il était barbant, agaçant, enquiquinant. Mais tandis qu'il descendait l'escalier, il remarqua une chose. Là, derrière une plante verte posée sur la table basse du rez-de-chaussée, il y avait une tête. C'était le grand-oncle, lui et sa mamie de fourrer son nez partout. Et Bobby, et ébahi, le petit homme montra la tête à Tante Mégère, qui s'empressa de la ramasser et dit « C'est l'un de mes sacs à main. J'ai des goûts assez particuliers, vous savez. » Pas très rassuré, mais visiblement convaincu, l'huissier poursuivit sa visite. Et alors qu'il venait d'entrer dans le salon, les premiers signes de dissipation des effets de la potion apparurent. Oh non! Mais que va-t-il se passer, les enfants, s'ils se retransforment en zombies devant l'huissier? Oh là 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 là! Tante Trépassée servait le thé quand une araignée noire jaillit de la manche de sa robe. Elle glissa sur sa main qui avait retrouvé sa couleur gris violacé et cavala sur la nappe. C'était celle-ci peut-être. Leur hôte vit la scène, mais du coin de l'œil seulement. Car Tante Trépassée se dépêcha de chasser l'insecte et de cacher sa main. Ce fut ensuite au tour de Dilbert. Son bras, qu'on lui avait recousu, après son plongeon raté dans le lac, était à nouveau en train de se détacher. Tout ça parce qu'il s'était jeté sur le plateau de gâteau comme un goinfre. Tante Mégère réussit à distraire l'huissier, mais ensuite c'est Mortina qui retrouva sa peau pâle et ses poches sous les yeux, ce qui mit leur invité dans tous ses états. Il fallait la conduire à l'hôpital sans perdre une seconde. Mortina le rassura en prétendant qu'elle avait un peu mal au ventre, c'était tout. Elle avait sûrement abusé des gâteaux.
Qu'est-ce que c'est drôle, vous ne trouvez pas? Comme il aurait été risqué de s'éterniser, tante Mégère dit qu'un imprévu les obligeait à repartir. Oui, là, tout de suite, ce qui leur permit d'en finir juste à temps avec ce rendez-vous aussi barbant qu'angoissant. Une vraie torture. Ils mirent leur hôte à la porte. Tante Mégère lui écrirait et retaperait la villa, promis. Après avoir salué l'ennuyeux petit bonhomme, tout le monde poussa un « ouf » de soulagement bien compréhensible. Tante Mégère serra même Dilbert fort dans ses bras pour le féliciter. Voilà ce qui s'appelait une aventure palpitante. Revenir à la vie quelques heures les avait amusés, mais à présent, ils étaient tous morts à nouveau et heureux de l'être. Ah là là, c'était pile poil, hein? Vous savez quoi, dit Mortina juste avant de piquer une tête dans le lac. Mieux vaut être mort à l'extérieur que mort à l'intérieur. Ah, elle a dit bien vrai, cette petite Mortina, vous ne trouvez pas? Vaut mieux s'amuser, être mort de rire que de s'ennuyer. Alors amusez-vous bien pour Halloween, profitez, mangez des bonbons et brossez-vous bien les dents, car attention aux caries. Allez, likez la vidéo, n'hésitez pas si ça vous a plu. Commentez pour me dire ce qui vous a plu dans l'histoire et surtout, partagez la vidéo. Merci, merci. Au revoir ou à jamais.